Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Adamou Damjoya et Garga Aman-Adji sont considérés comme les gardiens du temple parmi les 8 challengers de Paul Biya à cette élection présidentielle. Candidat depuis 1992 et 2004, les leaders de l'UDC et l'ADD sont des vieux briscards de la politique qui sont encore engagés à battre le président sortant, candidat à sa propre succession, durant ce scrutin prévu le 7 octobre 2018. Évocation avec Élisée Bogba et Aïk Cyril. Des 8 challengers de Paul Biya à la présidentielle du 7 octobre 2018, Garga Aman-Adji et Adamou Damjoya font office de vieux briscards. Âgés de 74 et 76 ans respectivement, Garga Aman-Adji, né le 27 janvier 1944, et Adamou Damjoya, né le 8 mai 1942, sont de la même génération. Ils ont tous les deux travaillé sous les deux régimes de Ahidjo et Paul Biya. Au plan administratif par exemple, Garga Aman-Adji a été entre autres DAG adjoint du ministère des Finances de 1971 à 1972, ministre de la fonction publique et du contrôle supérieur de l'État du 7 novembre 1990 au 27 août 1992, date à laquelle il démissionne du gouvernement. Tout premier directeur de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, IRIC, de 1972 à 1975, Adamou Damjoya pour sa part a été entre autres vice-ministre des Relations extérieures en 1975, ministre de l'Éducation nationale en 1977, ministre délégué à la présidence de la République chargé de l'inspection de l'État et de la réforme administrative de 1980 à 1982 lorsqu'il est limogé du gouvernement. Au plan politique, Garga Aman-Adji est incarcéré à la prison centrale de Kondengui au lendemain du coup d'État du 6 avril 1984. Il sera par la suite blanchi et libéré de prison, son implication dans le putsch manqué n'ayant pas été prouvée. À la faveur du retour au multipartisme, le natif de l'extrême nord crée l'Alliance pour la démocratie et le développement, ADD, en 1991. La même année, Adamou Damjoya crée l'Union démocratique du Cameroun, UDC. La première présidentielle de l'ère multipartiste se tient en 1992. Adamou Damjoya est candidat, tandis que Garga Aman-Adji fait alliance avec Nidjon Frunzi, dont il devient directeur de campagne. Le leader de l'ADD et celui de l'UDC font partie des hommes politiques qui boycottent l'élection présidentielle de 1997. Mais depuis 2004, ils ont toujours été candidats. Le 7 octobre 2018, Garga Aman-Adji en sera à la 3e tentative, alors que Adamou Damjoya en sera à la 4e. Quelle est la trajectoire professionnelle et l'expérience politique des autres candidats qui s'engagent pour la première fois dans cette course pour la présidentielle d'octobre 2018? Élément de réponse avec Éric Martial Ndjomo. L'idée d'une coalition semble encore loin de prendre corps, mais chacun de ces néophytes de la présidentielle croit en ses chances et surtout dispose d'atouts importants pour une élection, eux qui présentent des trajectoires différentes. Maurice Kamto, né le 14 février 1954 à Bafoussam, est diplômé de plusieurs universités camerounaises et françaises, agrégé des facultés françaises de droit. Il a, de façon considérable, contribué juridiquement à la victoire du Cameroun dans le litige frontalier portant sur la presqu'île de Bakassi. Membre du gouvernement et notamment ministre délégué auprès du ministre de la Justice dès 2004, il décide de jeter l'éponge en novembre 2011 pour prendre la tête en 2012 du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pour la première fois, il est engagé dans la course pour la présidentielle après son échec lors des législatives de 2013. Joshua Osina Bangui avait quant à lui plus de réussite lors de ces législatives de 2013. Premier anglophone élu député dans le Vouri, il est un passionné d'aviation dès sa tendre enfance. Âgé de 49 ans puisque né le 9 décembre 1968 à Kumba, dans le département de la Mémé, région du Sud-Ouest, il a été investi par l'USDF le 24 février 2018 à Bamenda lors d'un congrès historique.
Militant depuis une vingtaine d'années du Social Democratic Front, il a assez vite gravi les échelons au sein du parti dans lequel il occupe aujourd'hui le poste de premier vice-président. Son bilinguisme parfait est présenté comme un atout, tout comme l'implantation nationale de son parti et l'effervescence autour de cette candidature jeune après les multiples tentatives infructueuses de Nidjon Frondi. Akeremouna est ancien bâtonnier et ancien président de l'Union panafricaine des avocats. Il a défendu à plusieurs reprises et avec succès le Cameroun dans de nombreux litiges en tant qu'avocat. Vice-président durant de nombreuses années de Transparency International, il jouit d'un important aura international. Septième d'une fratrie de 8, il a été investi il y a quelques semaines par le Front populaire pour le développement dans la course pour Itoudi. Sa candidature a été portée par le mouvement baptisé NAO, visant le changement au Cameroun. Né le 29 mars 1980, Cabral Libi Lingué est issu d'une famille descendante de nationalistes. Candidat du parti Univers que préside le professeur Prosper Kouvondon, cet universitaire, fin analyste politique, lance en 2017 l'opération 11 millions d'inscrits en vue de la présidentielle de 2018. Si le succès de l'opération est relatif, l'on note la vague populaire de sympathie qu'elle a suscité au point de déboucher sur cette candidature la plus jeune en lice. Amoureux de lecture, il se fait appeler à dessein par ses followers le Macron camerounais. Avec tout juste quelques mois de plus en termes d'âge, Serge Espoir Matomba, né le 30 septembre 1979 à Douala, vise lui aussi le fauteuil présidentiel. Investi par le PURS, le Peuple uni pour la rénovation sociale, le 10 juin 2018, il peut se targuer d'être déjà un élu de la nation, lui qui est conseiller municipal à la mairie d'arrondissement de Douala 4 depuis 2013. Son parti le PURS brandit à ce jour un chiffre de 600 000 adhérents à son actif, parti créé en 2010. À 39 ans, Franklin Afanu Ndifo, pasteur du Kinship International Ministries, brave une épreuve impensable il y a quelques mois encore pour lui. Le candidat le moins connu parmi ceux en course a créé son parti politique au mois de mai 2018. Le Cameroun National Citizens Movement a investi Franklin Afanu Ndifo, suite, dit-il, à une vision divine, lui qui a pour leitmotiv le retour de la paix au Cameroun. Au lendemain de la publication de la liste des candidats retenus à cette élection présidentielle, une symphonie en faveur d'une coalition de l'opposition résonne encore plus fort. Joshua Ossi, Maurice Kamto, Serge Espoir Matomba, Akeremouna et Cabral Libi expriment leur ferme volonté de mutualiser les forces pour amorcer une alternance démocratique. Chacun avec ses mots se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Nos reporters Cabral, Donald, Brice Kamgan et Raphaël Dipanda ont pu capter ces réactions de ces candidats à l'élection présidentielle. Reportage. Au stade actuel, Cabral Libi apparaît comme le candidat dont la position au sujet de l'alliance de l'opposition est la plus clairement exprimée. Quelques minutes après la validation de son dossier par le Conseil électoral de l'Elections Cameroun, le candidat du parti Univers propose la formule de la désignation par les pairs pour trancher les tergiversations et obtenir un candidat consensuel pour l'opposition le 7 octobre prochain. Je suggère, pour qu'on mette un terme à toutes ces supputations autour de la coalition, qu'entre nous, 8 candidats, nous procédions à un vote interne, à une primaire interne. Chacun prend un bout de papier, il écrit le nom du candidat autre que lui qu'il pense qu'il peut être le leader de cette coalition. Si jamais c'est fait, celui qui sort de là, nous le soutenons tous, nous nous battons pour qu'il soit élu. Mardi soir, quelques heures après la confirmation de sa candidature par l'ECAM, Maurice Kamto publie un message concomitamment en français et en anglais sur ses comptes Facebook et Twitter. Dans le texte d'une dizaine de lignes, le candidat du MRC postule que le scrutin du 7 octobre prochain offre l'occasion au Cameroun de se moderniser et d'assurer son rayonnement international. J'ai besoin de vous, de la force et de la mobilisation de tous les Camerounais. Rien ne se fera sans vous. Avec l'énergie et la puissance des forces du changement rassemblées, je vais marquer le pénalty historique. Mon pied ne tremblera pas, conclut le président du MRC. Toujours mardi, quelques heures après la sortie de l'ECAM, Joshua Ossi rappelait le combat du Social Democratic Front pour des élections libres et transparentes au Cameroun. En français et en anglais, sur ses comptes Facebook et Twitter, le candidat du SDF s'est dit prêt à assurer sa victoire et celle du peuple pour une nouvelle ère au Cameroun au soir du 7 octobre prochain.
Ce travail se fera dans l'union des forces du changement, un rassemblement de ceux qui ne prétendent pas mendier la paix, mais prêts à agir pour cette dernière, écrit le vice-président candidat, qui est particulièrement actif avec ses followers. Sur Twitter comme sur Facebook, Maître Akeremouna estime que le peuple a la priorité. Celui-ci réclame la coalition, écrit le candidat du Front populaire pour le développement, qui invite les autres leaders lui aveugles à construire la mutualisation des forces de l'opposition. Dans le reste de l'actualité, ils vivent un véritable calvaire, notamment les Camerounais, usagers et patients qui souhaitent se rendre à l'hôpital général de Douala. Là-bas, la route est impraticable dans le 5e arrondissement de Douala depuis 3 ans. L'état des routes ne cesse de se dégrader. Rien n'est fait jusqu'ici. Pourtant, usagers, transporteurs éprouvent de sérieuses difficultés. Le coût économique est important, mais aussi les conditions de transport des malades vers cet hôpital et d'autres hôpitaux publics sont également préoccupants. Reportage avec Innocent Abega et Xavier Foka. Ici, au lieu d'y entrer au hôpital général, de même qu'à son entrée principale, les conducteurs ont besoin de beaucoup de manœuvres pour effectuer le parcours. Le temps mis pour circuler sur cette route en état de dégradation avancée entraîne des conséquences aussi bien sur les activités des transporteurs que sur la vie des patients qui se rendent à l'hôpital. Maintenant, on ne comprend même plus. La route est devenue mauvaise, tout est cassé, ça casse les voitures, on ne sait même pas. Sinon, vraiment, pour ne pas vous mentir, l'état de la route est vraiment très mauvaise. On s'en sort même plus. Les clients, c'est plus nous-mêmes, le chauffeur, on n'arrive même plus à s'en sortir parce qu'après chaque 3-4 journées au garage, les amortisseurs, l'état de la route, vraiment, c'est. Et les clients, c'est plus. Regardez quand même vous-même l'état de la route de l'hôpital général. Ça ne fait pas peut-être 2 à 3 jours, il y a un maman qui est décédée là dans la voiture parce que la voiture était bouchée. Et sur l'urgence, arrivait là-bas au carrefour, elle ne pouvait plus. La route était complètement, il y avait l'embouteillage. Depuis 3 années au moins, cette route qui dessert d'une part l'hôpital de district de la cité des Palmiers et d'autre part l'hôpital général de Douala est dans un piteux état. Malgré la mise sur pied depuis 2016 du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique, cette route qui mène dans l'un des hôpitaux de référence de Douala est un parcours du combattant pour les usagers. C'est l'endroit qui tend depuis Cité des Palmiers jusqu'à l'hôpital général, c'est l'endroit jusqu'à Bonamoussadi, parcours vite là. Cet endroit, c'est depuis 3 ans que cet endroit est comme ça. Cette route est complètement gâtée. À quelques centaines de mètres de là, nous sommes à la montée Cité des Palmiers. Le calvaire des usagers est le même sur cette route qui conduit pourtant à l'hôpital de district de la Cité des Palmiers. L'inaction des pouvoirs publics a amené les riverains à rambler les nids de poules avec des vieux pneus. Quelque chose doit donc être fait pour limiter les multiples conséquences. Il y a un gros choquet devant le cas que ça ne vaut pas la peine. Il faut qu'on essaye. Les ambulances arrivent là-bas et ralentissent. Rien que les secondes qui perdent là-bas, quelqu'un peut perdre sa vie pour ça. Il y a aussi beaucoup de voitures qui font les accidents là-bas parce qu'il est en train d'esquiver la route. Des routes dans des états pareils, on en trouve dans toute la ville de Douala. Le coarinate réintroduit dans le circuit des médicaments au Cameroun. Cet antipaludéen était en quarantaine depuis le mois de février 2018 à la suite de 3 décès suspects enregistrés à Yaoundé après les investigations menées par le laboratoire national de contrôle des médicaments, ce qui a révélé que ce produit ne représente aucun danger pour la santé des Camerounais selon le ministre de la Santé publique. Des précisions avec Joël Essengue et Marcelin Gansop. Il y a finalement eu plus de peur que de mal. Le coarinate retrouve les officines de pharmacie pour continuer à traiter le paludisme. C'est un communiqué de presse et une lettre circulaire signée respectivement les 16 et 23 juillet dernier par le ministre de la Santé publique. André Mamafouda procède notamment à la levée de quarantaine qui frappait le coarinate depuis le début de l'année.
à la suite d'incidents graves survenus chez certains malades qui avaient pris des médicaments, parmi lesquels le coarinate comprimé pour enfants. Mais les investigations et analyses prescrites par le gouvernement ont évacué toute incrimination de ce produit. Avant même de la mise en quarantaine de coarinate, il avait été établi par l'ordre des pharmaciens qui s'est regroupé de manière urgente que coarinate n'était pas à l'origine du décès de l'enfant à la Fondation Chantal Biya. Et le ministre, dans son communiqué rendu public en janvier 2018, a établi que le décès de l'enfant à la Fondation ainsi que ceux occurrus au mois de décembre n'était pas dû à coarinate et que c'était dû à un méningocoque, donc une bactérie qui est très virulente en saison, surtout en saison sèche. Le mauvais vent a donc cessé de souffler, non sans rappeler qu'au commencement, il y a une liste publiée sur les réseaux sociaux et contenant une quarantaine d'antipaludéens qui auraient été retirés du marché européen. En fin d'année passée, le ministre de la Santé a sorti un communiqué qui a mis de l'ordre sur cette affaire, notamment en montrant clairement qu'en 2006, il y a eu le retrait ou alors la suspension des monothérapies pour le traitement du paludisme sur le marché. Et les réseaux sociaux, les internautes ont pris cela et ont amplifié en ajoutant d'autres médicaments qui sont utilisés, des combinaisons à base d'ACT qui sont utilisées pour le traitement du paludisme. Et le ministre a établi la vérité sur cette affaire en sortant une note en février de cette année. La levée de quarantaine et la réhabilitation du coarinate offrent un spectre élargi de traitement du paludisme, une maladie qui fait des ravages au Cameroun et notamment chez les enfants. Qu'il s'agisse de ce médicament ou d'un autre, le ministre de la Santé publique invite les populations à toujours se référer aux conseils et prescriptions des professionnels de la santé avant toute acquisition de médicaments, que ce soit dans les officines de pharmacie que dans les pharmacies des formations sanitaires agréées. Des magistrats et officiers de police judiciaire bientôt à la barre, c'est du moins ce qui ressort de la mise en place d'une commission d'indemnisation des victimes de garde à vue et détention provisoire abusive. Les membres de cette commission ont pris fonction à Yaoundé. Cette structure pourrait-elle mettre fin à l'impunité observée au sein du corps judiciaire à Yaoundé? Élément de réponse avec Élisée Borba et Aïk Cyril. Le pas à l'aide, les membres de la commission d'indemnisation des victimes de garde à vue et détention provisoire abusive font leur entrée dans la salle d'audience de la Cour suprême à Yaoundé. La garde à vue a une durée limitée, de 48 heures, renouvelable une fois, avec l'autorisation du procureur pour 48 heures encore. Donc 48 heures ou 96 heures ou 96 plus 48. Voilà les délais maximum de garde à vue. Vous êtes bien témoin que nous sommes en général largement au-delà. L'audience ordinaire consacrée à l'installation et l'entrée en matière des membres de la commission plonge la justice camerounaise dans une nouvelle ère. La détention provisoire et la garde à vue sont des mesures de privation des libertés du citoyen. Rien ne vaut la liberté du citoyen. Rien ne doit justifier une privation abusive de cette liberté. On doit toujours se rappeler que c'est la détention qui est provisoire et non la liberté. Le temps de l'impunité et des errements des gens de justice est révolu. Les magistrats, juges d'instruction et procureurs de la République et les policiers et la police judiciaire relevant de la police ou de la gendarmerie doivent prendre connaissance que les actes portant grossièrement atteinte à la liberté du citoyen sont désormais susceptibles de donner lieu à réparation par l'État. Ils sont 18 au total, parmi lesquels des parlementaires, des hommes en tenue, des magistrats, des avocats, entre autres. Leur mission est d'interpeller, mais surtout de sanctionner les écarts de comportement des fonctionnaires du corps de la justice qui retiennent abusivement les citoyens dans les cellules et les prisons, à condition que le préjudice subi soit actuel et d'une gravité particulière. Ce n'est pas parce qu'on a été victime du garde à vue abusif ou une détention abusive qu'automatiquement on aura droit à une réparation. Je pense que la loi est très claire. Il faut effectivement que le préjudice subi
du fait de cette détention soit d'une particulière gravité. La personne qui aurait été détenue abusivement et qui aurait perdu son emploi et qui n'a toujours pas retrouvé de travail au moment où la commission siège. Voilà le préjudice actuel. Nommée pour un mandat de 3 années judiciaires, la commission d'indemnisation des victimes de garde à vue et détention provisoire abusive ne peut être saisie que sous forme de requête dans un délai de 6 mois à compter de la cessation de la garde à vue. Les articles 119 à 126, 218 à 235 et 258 à 265 du Code de procédure pénale fixent les types de détention abusive pouvant donner lieu à une indemnisation. Alors que la classe politique et l'opinion publique sont divisées au sujet de la libération des personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone, le porte-parole de la conférence générale anglophone de Buea a l'invité politique d'une grande émission à suivre juste après Equinox Soir, à suivre sur Equinox Télévision. Simon Monzou, porte-parole de la conférence générale anglophone, est l'invité de l'émission La Vérité en face, à suivre autour de 21h sur Equinox Télévision, émission présentée ce soir par Duval Fangwa. Parlons à présent de ce retour en famille pour Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, respire enfin l'air de la liberté. Elle a été accueillie en fanfare par des milliers de sympathisants et des partisans également du parti politique de son époux Laurent Gbagbo, qui est actuellement à la CPI, évocation avec Gladys Sidé. Une foule immense, massée le long de la résidence de Simone Gbagbo, au quartier Cocody à Abidjan, l'image est saisissante. À l'intérieur de la résidence, ils sont tout aussi nombreux, ceux qui ont occupé les premières places pour ne pas manquer une seconde de l'arrivée de leur héroïne. Difficile pour les services du protocole de maîtriser la foule de curieux et même les hommes de médias. Au bout de plusieurs heures d'attente, elle arrive enfin. Simone Gbagbo s'est tout émue qu'elle sort du véhicule sous les chants et acclamations de ses sympathisants. En dehors de sa famille, de nombreuses personnalités ont fait le déplacement pour vivre ce moment historique. Après le bain de foule, place à la séance photo avec la Dame de Fer, comme il l'appelle. L'ancien ministre Lida Kwasi, qui a lui aussi bénéficié de l'amnistie du président Ouattara, s'est immédiatement rendu à la résidence de Simone Gbagbo. Belle et radieuse, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire retrouve enfin les siens, après avoir passé 7 ans à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Après l'amnistie, le ministère ivoirien de la Justice annonce qu'il va procéder au dégel des comptes bancaires des personnes libérées en Côte d'Ivoire. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a dévoilé le nom du candidat de sa plateforme pour la prochaine élection présidentielle. Il s'agit d'Emmanuel Ramazani Shadari, jusqu'ici secrétaire permanent du parti au pouvoir, présenté comme un cacique de la majorité présidentielle au Congo. Il a été ancien vice-premier ministre et ministre chargé de l'Intérieur. Un public reportage dans ce journal, plus de 300 jeunes au service du rajeunissement de la force de production du cacao. Ils ont reçu le parchemin de fin de formation en marge de l'ouverture de la 6e édition du Festi Cacao du côté de Yaoundé. Reportage. Dans cette salle, plus de 300 jeunes qui portent désormais sur leurs épaules l'avenir de la filière cacao. Ils font partie de la 2e cuvée du programme New Generation du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Aujourd'hui, nous avons 351 jeunes. Au départ, il faut le rappeler, ils étaient 562.
Nous n'avons plus que 351 parce qu'il y a eu entre-temps des désistements, des cas de décès, mais surtout des cas de radiation. Parce qu'en fin de compte, ce que l'interprofession vise, c'est l'excellence. Ce n'est pas primer ou primer, mais c'est primer vraiment les personnes qui le méritent. Des jeunes suffisamment outillés pour donner à la filière la force dont elle a besoin, dans le contexte actuel marqué par le vieillissement du verger et des producteurs. Actuellement, j'ai 2 hectares que j'ai mis en place avec une pépinière, avec ce que j'ai mis en place. Vraiment, je voulais étendre mon exploitation, avoir même peut-être 10 hectares. La formation avec le CICC, vraiment, ça m'a rapporté beaucoup. L'entrepreneuriat, comment conduire une pépinière d'abord, un champ de cacaoyer, jusqu'à même comment est-ce que récolter, stocker, avoir de bonnes fèves pour pouvoir écouler le produit au niveau même mondial. Actuellement, dans mon champ, j'ai 3 hectares de cacao. J'avais fait un défi avec le formateur qui était venu et il avait dit qu'il faut qu'il verra le premier avoir le cacao qui va produire, qui va fleurir à 18 mois. Heureusement, dans notre groupe, mon champ a été le premier champ qui a fleuri à 18 mois. C'est donc une nouvelle dynamique que le CICC insuffle à la filière à travers le programme New Generation, vieux de 5 ans, et dont l'objectif, au-delà de la formation, est de faire de ces jeunes de véritables entrepreneurs agricoles. Nous devons persévérer dans cette direction, parce que quand on a lancé l'opération New Generation, j'avoue qu'on ne savait pas ce que ça allait donner. On voit aujourd'hui que les jeunes sont intéressés. Comme vous le savez, nos producteurs ont déjà un certain âge. Il fallait renouveler. Nous n'allons pas les laisser parce qu'ils sont sortis de l'école. Nous allons continuer à les aider, à leur montrer la voie, même si ils ont déjà pratiqué en créant leur propre plantation. Je crois qu'il faut maintenir le cap. En présidant la remise des attestations, le ministre du Commerce n'a pas manqué de saluer l'heureuse initiative du CICC, non sans inviter les nouveaux lauréats à tirer avantage de la formation reçue afin de relever la filière cacao. Cette mue est à inscrire au crédit et par-delà les hautes orientations du gouvernement, au crédit du CICC à travers son programme New Generation et au crédit des jeunes de plus en plus nombreux qui adhèrent à ce programme. Chers jeunes du programme New Generation, le gouvernement vous félicite et vous encourage à persévérer et aller jusqu'au bout. Roland Kouemen, ancien président mondial de la Jeune Chambre internationale, est allé dans le même sens à travers sa communication dont le thème portait sur la motivation et l'engagement pour le changement. Faire la cacaoculture autrement. L'édition 2018 de Festi Cacao se tient dans un contexte marqué par le relèvement des cours après le temps mort des 2 dernières années. Comme quoi, après la pluie, vient le beau temps. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20 h, Serge Alain Autou et ses invités font le débrief du journal. Serge Alain. Voilà, Cédric Noufélé, Simone et Yves Gbagbo libérés au terme de 7 années de détention en Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit et vous avez vu ce reportage, cet accueil qui lui a été réservé durant cette journée en Côte d'Ivoire, mais aussi une autre mesure de décrispation qui a été prise par le gouvernement ivoirien, celui du dégel des comptes bancaires de ces personnes qui ont bénéficié de l'amnistie de la part du président Alassane Dramane Ouattara. Et Joseph Kabila Kabange qui décide de dévoiler enfin son dauphin. Le dauphin qui est choisi parmi les caciques du régime présidentiel en République démocratique du Congo. C'est un ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. D'aucuns le présentent comme une personnalité congolaise qui est sous le coup des sanctions de l'Union européenne. Vous le savez, plusieurs autorités congolaises ne peuvent plus se rendre à l'étranger. Certaines d'entre elles ont vu leurs avoirs être gelés à la suite d'un certain nombre d'abus et d'actions critiquées par la communauté internationale. Et c'est lui qui a été choisi pour être le candidat de la coalition du pouvoir congolais durant l'élection présidentielle qui est prévue au mois de décembre 2018 dans ce pays des Grands Lacs. Serge Alain. Bonne soirée à vous, Cédric Noufélé. Je vous souhaite une bonne soirée également à vous.
Madame, Monsieur, dans un instant, le débrief.